Cette séance est la dernière du cycle de ces cours dans le cadre de la chaire de création artistique. Elle est un peu particulière à plusieurs titres. D'abord, vous vous en doutez, contrairement à la plupart des autres séances, et comme le laisse supposer son titre, sur quelques mouvements lents de concerto de Mozart, il n'y sera absolument pas question de ma musique. Ensuite, contrairement à la plupart des autres séances encore, j'entrerai assez en détail dans les mouvements lents de Mozart que j'analyserai. J'essaierai néanmoins de ne pas abuser du jargon technique. À l'origine, j'avais eu l'idée d'une séance qui se serait intitulée « Qu'est-ce qu'un tube ?» J'ai finalement renoncé. Il y aurait été question de quelques tubes de l'histoire de la musique, depuis par exemple l'aria de la suite en ré de Bach ou un extrait des 4 saisons de Vivaldi, jusqu'à, pourquoi pas, les Beatles avec par exemple la chanson « Yesterday ». J'avais notamment l'intention d'examiner d'analyser l'adagio de Barber, le boléro de Ravel, ou bien la pavane pour un enfant de défunte, le concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven. Est-ce qu'on entend à peu près ? Est-ce qu'on peut monter un petit peu le son encore alors ? Il m'aurait fallu sans doute faire tout un cycle de cours sur cette question. Je n'ai d'ailleurs pas totalement renoncé à le faire un jour, mais j'en revois à plus tard la réalisation. Alors apparemment, ce que je vous propose aujourd'hui est un peu moins ambitieux. Je vais examiner les mouvements lents de 3 concertos de Mozart, le 17e, le 21e, le 23e. En réalité, c'est peut-être tout aussi redoutable. D'abord parce que Mozart se prête sans doute moins à l'analyse que Beethoven ou même Haydn. Beethoven, d'une certaine façon, est le compositeur idéal pour les professeurs d'analyse, du fait de ce que l'on pourrait appeler le mécano-beethovénien, le fait que tous les thèmes semblent se réunir, se composer de façon absolument parfaite, ce qui laisse une décomposition de ces thèmes déjà composés assez aisée. C'est tout à fait différent avec Mozart, puisque le caractère d'évidence des mouvements lents dont je vais parler, leur intimisme, leur qualité d'émotion directe, tout cela semble parler au cœur plus qu'à l'esprit. La musique de Mozart semble couler de sources et procéder d'un mystère, d'une révélation originelle, devant lesquelles le scalpel de l'analyste paraît assez incongru, comme si l'essence de sa musique demeurait irréductible aux nomenclatures de la théorie. Le musicologue risque alors fort de se trouver dans la position d'un pédant botaniste se complaisant à arracher irrespectueusement, un à un, les pétales d'une fleur sauvage, en trahissant ainsi le secret d'une alchimie miraculeuse. Et pourtant, sans doute pour la raison même qu'ils offrent apparemment une certaine facilité d'écoute, ces mouvements lents de concerto méritent d'être examinés en détail. Comme on va le voir, ils reposent sur un certain nombre de procédés qui, s'ils ne sont pas forcément perçus comme tels, permettent de guider l'écoute et d'orienter la perception. Alors pour me rassurer, je vais citer un auteur dont il a été question lors de la séance sur musique et imposture, qui est Pierre Bayard. Pierre Bayard, auteur assez iconoclaste, professeur d'université, spécialiste de littérature comparée, qui a écrit des livres comme Le plagiat par anticipation, dont il a été question, Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, et qui, dans une œuvre qui s'appelle « Comment améliorer les œuvres ratées », nous dit quelque chose qui va peut-être pouvoir nous mettre sur une voie. Je le cite, « Car tel est bien l'un des intérêts d'une réflexion sur les productions ratées des grands écrivains. Essayer de saisir le génie au travail et pour ce faire s'intéresser à ces moments de fatigue ou d'inattention, alors que l'œuvre parfaite, isolée dans sa plénitude, n'offre souvent que peu de prise à la réflexion. L'œuvre ratée, par son échec même, dévoile une partie des mécanismes de la création et permet de comprendre cette alchimie improbable qui préside à la réussite littéraire. » Alors, à contrario, effectivement, on peut se dire que quand on a affaire à des chefs-d'œuvre absolus, comme ces 3 mouvements dont il va être question, il est difficile de savoir par quel bout les prendre. Le choix d'analyser ces 3 mouvements tient au fait que je pense qu'il s'agit bien sûr de certains des plus beaux moments de l'histoire de la musique, mais tous ne sont pas également célèbres,
même si certains peuvent être considérés précisément comme des tubes. Je vais commencer par le 23e concerto, qui est peut-être le plus connu, et je vais avoir l'occasion de rappeler certains des thèmes du premier mouvement. À propos du mouvement lent, Olivier Messiaen, dans des notices qu'il a écrites à l'occasion d'une série de concerts donnés à Paris en 1964 par sa femme Yvonne Loriot, écrit ceci. « Le mouvement lent est une sorte de sicilienne ou de forlane lente, rêveuse, affaissée, se complaisant dans son désespoir. La phrase principale, en fa dièse mineur, exposée au piano solo en grande simplicité, nous atteint en plein cœur par l'opposition des accents expressifs et toniques, par la longue sixte napolitaine qui la ferme, un thème de transition en entrée chevauchée fait contraste, empreinte de ce regret de la chose qui passe si particulier à Mozart, de riches harmonies chromatiques présagent quelques-uns des plus beaux leaders de Schumann. » Alors, si je prends le début de ce mouvement, piano seul. Etc. Alors, plusieurs choses. La toute première, qui est assez singulière, c'est qu'on a l'impression que Mozart fait très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je m'explique. Évidemment, je suis un peu provocateur. Les règles de l'harmonie classique nous enseignent que lorsque on veut bien disposer un accord, il faut qu'il soit assez écarté dans le grave et resserré dans l'aigu. Typiquement, avec ce début, ça sonnerait bien, en toute rigueur, si c'était par exemple, ou encore, mais avoir une tierce dans le grave, ce creux important, et la note aussi loin qu'à une dixième dans l'aigu, la note du chant, c'est très très mauvais. En théorie, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors, comme Mozart est facétieux, non seulement il commence par une disposition qui n'est pas la bonne, mais il va faire ensuite quantité de choses qu'il ne faudrait pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Par exemple, continuer d'avoir
qui grognerait dans l'extrême grave, avec encore une fois une grande distance entre la main gauche et la main droite, ce qui suit. Donc, ici, ça grogne vraiment. Il fait encore une autre chose un peu plus tard, c'est au moment où on a ce 2 en 2. D'abord, on a toujours dans le grave cette chose qui normalement doit sonner très mal, qui sonne apparemment nettement moins bien que, ou encore que. Simplement, pourquoi est-ce que Mozart se permet de le faire depuis le début? D'abord, c'est lié probablement à des questions de commodité d'exécution. Si vous avez la main droite qui est assez nettement dans le registre médian ou aigu du piano forte, du clavecin, eh bien, elle va pouvoir chanter avec plus de facilité. Ce qu'elle fait d'ailleurs, avec ici cette chose très expressive qui est la présence d'une note qui est d'une certaine façon une appoggiature, c'est-à-dire une note étrangère à l'harmonie. Simplement, on reste dans une écriture à 3 voix et non pas à 4 comme je l'ai joué. Il va faire, c'est-à-dire un dédoublement de la mélodie, et par la suite, donc à nouveau, des sauts expressifs, saut de septième descendant, sixte ascendante à nouveau septième, avec justement ce qui grogne et ce qui est censé mal sonner. Et puis, lorsqu'on a ça dans le grave, ici, même principe de 2 en 2, avec cette dissonance très expressive, le La dièse fait dissonance avec le La bécard, dissonance savoureuse, et une fois c'est bien, 2 fois c'est encore mieux, surtout quand on répète la note pour bien entendre la dissonance, ce qu'il fait. Et surtout, avoir, ici c'est vraiment, encore une fois, ce qu'il ne faut surtout pas faire à aucun prix, c'est-à-dire non seulement avoir ce grand creux entre main gauche et main droite, mais avoir en plus, simultanément, la note réelle et l'appoggiature, c'est-à-dire la note qui fait partie de l'harmonie et la note qui est étrangère à l'harmonie. La note qui fait partie, c'est celle qui est ici, le sol dièse. Simplement, ici, on va avoir en même temps, et même ensuite, le Fa dièse qui fait dissonance avec le Mi dièse. Vraiment très mauvais élève. Et ensuite vient ce que Messiaen remarque comme étant ce long repos sur une sixte napolitaine. Qui paraît être comme suspendu dans le vide pour, après un très très long saut, très expressif, et après ce saut seulement, se résoudre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sixte napolitaine? Sans entrer trop dans la technique, c'est l'abaissement en mineur du 2e degré. Au lieu d'avoir, suivant, ou encore, on va avoir donc c'est assez curieux parce que on est dans une tonalité mineure, avec tout ce que cela peut impliquer, de douleur en l'occurrence probablement, presque de souffrance ou de fragilité, ça dépend un peu des moments. Et ce qui va exprimer le plus clairement la douleur, curieusement, c'est l'accord majeur. Encore une fois, ici, on est sur un accord majeur, mais ce degré qui précède la cadence est lui-même porteur de douleur. Alors, une chose dont je n'ai pas parlé, dont il est question, c'est le rythme de sicilienne du début.
hein, le fait, sans entrer encore une fois trop dans la technique, dans une mesure à 6/8, d'avoir ce rythme-là, croche pointée, double croche. Alors, remarquez que c'est assez proche, au demi-ton près, de ce qu'on trouve chez Bach. Etc. D'abord, le rythme est proche, le sentiment des notes répétées, la structure harmonique, en fait, est identique. Hein, si je transpose ce que fait Bach, c'est exactement la même structure qui sera celle-là. C'est une chose qu'on trouve déjà chez Purcell, qu'on va continuer à trouver après Mozart, chez Schubert, chez Beethoven, chez Schumann, encore chez Brahms et chez d'autres. Donc ce serait presque comme un universal de l'histoire de la musique, avec cette particularité quand même qu'il est traité ici, encore une fois, d'une façon particulièrement expressive parce qu'apparemment désossé, désarticulé. Les sauts de registre dont il a été question en sont un élément, mais ce n'est pas le seul élément. Il y a aussi cette complémentarité rythmique entre les deux mains. Encore une fois, le début. Ici, c'est la main gauche qui va marquer le temps, la main droite, le deuxième temps seulement. Et puis, on a l'impression vraiment qu'il faut cette complémentarité pour que toutes les croches de la mesure soient marquées. Alors, on pourrait imaginer que les notes de la main gauche épousent, on va dire, l'ombre de la main droite de façon plus stricte, plus parallèle, et qu'on n'ait pas, mais par exemple, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que c'est moins bien? Pourquoi est-ce que c'est même nettement moins bien? Pour plusieurs raisons. La principale, à mon avis, c'est qu'encore une fois, ce que l'on veut, c'est avoir le sentiment d'une mélodie extrêmement expressive et qui ait son autonomie, mélodie qui soit accompagnée. Si on était dans un rapport de quasi-identité entre les deux mains, dans un parallélisme assez strict, par exemple, alors on perdrait l'unicité du caractère de cette mélodie. Et lorsqu'elle revient après l'interlude orchestral, légèrement ornée, on a à nouveau besoin d'avoir, ici avec ce 2 en 2, et une troisième fois, parce que je vous l'ai dit, une fois c'est bien, deux fois c'est mieux, mais la troisième fois il faut changer, sur un tapis moelleux de cordes qu'il faut se représenter auditivement parce qu'on ne peut pas l'entendre ici, et puis on a modulé. Donc à chaque fois, on a ce sentiment de stabilité, presque de relative monotonie intentionnelle, qui est liée à la main gauche. Par exemple, ou bien... Et on a précisément besoin de ce sentiment d'hyper-régularité pour que les écarts par rapport à cette régularité, qui sont ce que font la main droite, puissent être appréciés. Alors, il y a 1000 choses à dire. Je voudrais simplement insister sur le fait qu'une fois que, finalement, on pense s'être installé pour une fois dans une quiétude majeure, dans une tonalité majeure, celle de la majeure, le relatif de fa dièse mineur, ce sera de courte durée. Et ce qui est très étonnant, c'est que pour une chose minime, qui est
simplement un conduit de 2 mesures qui va permettre, de façon extrêmement directe, d'aller cette fois non plus du mineur au majeur, mais du majeur au mineur. Comment c'est fait? On a encore une fois 2 mesures, c'est-à-dire 4 temps, avec, si je schématise, et plus exactement, parce que sont mis en jeu des retards et des notes retardées, je les fais entendre un peu plus, de façon un peu plus évidente. Et on peut revenir au thème principal. Alors, d'autres choses. On a l'impression que le conduit n'a pas seulement permis de moduler, il vient d'une certaine façon laisser planer une ombre, un voile, comme un doute sur le climat dans lequel, provisoirement, nous étions arrivés, une forme de sérénité paradoxale. Une autre chose sur laquelle je voudrais insister, lorsque on a une fois de plus ce thème, cette fois non plus simplement orné, mais avec un accompagnement légèrement varié, donc non pas ce noir croche presque immuable, mais on va avoir remarquer plusieurs choses. D'abord, il faut imaginer le basson qui va répondre à la main gauche du piano. Auquel répond le basson. Puis piano, puis basson, puis piano, basson, et enfin. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? D'abord parce que, vous l'entendrez à l'orchestre, cette complémentarité rythmique est une béquille, à mon avis, essentielle pour suggérer l'affaissement chromatique dans une harmonie assez chargée, qui est celui que l'on a ici. Pourquoi je parle d'affaissement chromatique? On a ceci. C'est-à-dire que sur une pédale, une note tenue à la main gauche ou au basson, on va avoir le sentiment que toutes les notes qui sont jouées harmoniquement, soit par la main droite, soit par les vents qui l'accompagnent, eh bien, vont ramper vers le grave. Ce qui contribue évidemment au caractère dépressif de cette fin. Et ce pourrait être la fin, mais non, il y a ce qu'on appelle une coda, c'est-à-dire comme une fin après la fin, qui est très singulière. Il faut essayer de se la représenter mentalement. On a le piano qui est extrêmement nu. Et pour l'accompagner, quelque chose qui est assez doux, qui sont des pids de cordes, donc du quatuor à cordes. Et plus exactement, vous avez les basses qui sont... Mais en même temps, vous avez violon 1 et violon 2 en contretemps qui viennent à nouveau donner un complément rythmique. Donc ça fait quelque chose comme... Puis vient...
ici, on a un retour de ce qui avait déjà été suggéré à 2 reprises avec un très bel entremêlement de voix au bois, aux instruments qui sont les bois. Alors, plusieurs choses. D'abord, dans cet entremêlement, ce qui est intéressant, c'est que le piano, lui, est à l'inverse de cette ligne sinueuse, presque tortueuse des basses. Encore une fois. On a cette espèce de serpent qui se met en place. Le piano, lui, est au contraire parfaitement rectiligne. Avec... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait entendre ça. Une fois, c'est bien. Une deuxième fois, c'est encore mieux. Et la troisième fois sera la bonne. Alors, je vous fais écouter à l'orchestre cette fin. Orné par le pianiste, hein, comme vous l'entendez. L'entrée des bois, très entremêlée. Le côté extrêmement rectiligne du piano, immuable. Et ce complément rythmique. Alors, de cette fin, Messiaen a livré une interprétation presque métaphysique, je vous la cite. La coda monte sur la montagne et regarde plus haut et plus loin. Physiquement, la sensation est atroce. L'âme a quitté son vieux compagnon de chair, réduit maintenant à quelques ossements. Orchestralement, c'est bien cette sécheresse squelettique que veulent rendre les pizzicati alternés du quatuor. Et voici la prophétie la plus surprenante. La friction entre les pizzi rend le même son, le même coup d'ongle, que certains passages du plus mystérieux de Debussy, je pense aux nuages et à la grotte de Péléas. Fin de citation. On a effectivement le sentiment d'avoir affaire à quelque chose de décharné, comme un squelette de musique. Il n'y a plus d'ornementation, plus de fioritures, du moins écrite. Vous entendez que Brendel ne se prive pas d'en faire entendre. Et au contraire, c'est presque le degré zéro de l'élaboration mélodique avec ces notes répétées, ce do dont je vous ai parlé. Les do répétés de la toute fin ont effectivement quelque chose du pizz qui les précède et qui les accompagne. C'est aérien, le son se dissipe presque immédiatement après avoir été joué. Encore une fois, rendez-vous compte qu'ici c'est joué au piano, mais si ça l'était au piano forte ou au clavecin, le son aurait une résonance encore bien plus courte. Et ça va accentuer le caractère de fragilité de ce que l'on entend. Alors, on peut se représenter acoustiquement ce dénuement comme une pluie légère, un rideau de pluie, mais le rideau de pluie beau être très fin, très délicat, on est presque cerné par toutes ces cordes qui font entendre ces pizzicato. Je vais maintenant vous parler du 17e concerto, qui est moins connu, assez peu donné au concert, et qui met en jeu des surprises, des coups de théâtre, toutes choses qu'on a tendance généralement à associer davantage à Beethoven ou à Haydn qu'à Mozart. Voici notamment ce qu'en dit Messiaen, Andante, improvisation sublime, pleine de larmes et de sourires, de regrets et de louanges qui échappent à l'analyse. Et à propos de la coda nous prépare à quitter toute douleur terrestre à la louange divine plus forte que le temps qui passe, selon une thématique donc assez proche de celle du 23e concerto pour lui. Le thème est d'abord confié à l'orchestre, puis au piano. Je vous en donne un aperçu.
imaginer des cordes, et puis etc. Le piano reprend lui-même le thème, donc, qui était né aux cordes. Avec un long point d'orgue. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, il s'agit, là encore, d'un affaissement qui joue, pour le coup, de façon très nette sur les notes répétées et la puissance hypnotique presque des notes répétées. Il est d'une étonnante simplicité, on est à 3 temps, dans une écriture à 3 voix pour l'essentiel. Rythmiquement, rien de très saillant. Un thème très conjoint, avec juste ce saut de septième un peu expressif. Et puis, cette appoggiature qui ne se résout qu'assez tard. Et ici, il y a une chose très singulière qui est un changement d'éclairage subi en passant du majeur au mineur. La réduction à l'orchestre que j'ai essayé de donner à la main gauche. D'abord, changement d'éclairage effectivement très brusque. On était sur un sol majeur et puis brusquement, on passe à ce sol mineur. Remarquez d'ailleurs que c'est très exactement la structure harmonique de la sicilienne de Bach dont il a été question. C'est-à-dire à un demi-ton près celle du mouvement lent du 23e concerto, ce qui fait ici. Alors, ça c'est une façon brusque, assez théâtrale qu'a Mozart de moduler, ce n'est pas la seule. Une autre vient un peu plus tard, lorsqu'on a un retour du même thème, avec simplement une très légère ornementation, mais j'y reviendrai. Et là, à nouveau, une très légère ornementation dans la terminaison. Et il va prendre le risque d'aller encore plus loin dans la modulation. Enchaînement qui est fait par l'orchestre. Alors, cette fois, on est toujours sur cet accord de sol majeur. On ne sait pas trop si c'est un véritable sol majeur ou une dominante de do majeur, peu importe. Et il va moduler par note conjointe, le sol est conjoint, et on est là-dessus et on va sur ce qui est une modulation assez hardie que Schubert, après Beethoven, feront fréquemment,
mais qu'on trouve assez peu chez Mozart. Entre-temps, il y a eu quelque chose d'assez singulier d'ailleurs. Alors que l'orchestre faisait lui-même entendre ce thème, en tout, on l'entend 5 ou 6 fois, ce qui est beaucoup, mais c'est un thème sublime dans son incroyable simplicité. Entre-temps, on a eu un intermède en mineur. Tout le reste, ou presque, est en majeur, à part le seul mineur dont il était question. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ce thème très dépouillé, presque nu. Je fais l'orchestre. Piano. Orchestre. Orchestre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, on avait ce thème étonnamment simple, puisque c'était en réalité comme une succession de sixtes avec cette étonnante sonorité qui est liée au fait qu'on est sur pédale, mais au lieu d'être sur une pédale grave, c'est une pédale médiane qu'on a et qui fait entendre non pas un glas funèbre, mais quelque chose comme simplement un tintement médian, encore une fois, très singulier. Il se poursuit encore, il se résout, il continue. Il se résout. Et cette fois, les notes répétées vont être prises en charge par l'orchestre. Réponse du piano. Orchestre. Qu'est-ce qui se passe? À nouveau, on a des intervalles dont on peut dire qu'ils sont presque de plus en plus expressifs à chaque fois. D'abord simplement une tierce, puis une quinte diminuée, puis une octave. Vient ici le moment où on va moduler, et moduler vers des contrées extrêmement éloignées. Comment ça se passe? D'abord, on est encore en ré mineur. On va aller vers quelque chose qui s'apparente à du la mineur, donc à une quinte de distance, avec un saut de registre déjà important. Jusqu'à présent, on avait eu, à part ce saut d'octave, des intervalles qui ne dépassaient pas la sixte. Ici, une septième. Et puis, de plus en plus orné, avec un monnayage rythmique de plus en plus rapide. Et ensuite, ces sauts incroyables, qui ne sont même plus des sauts d'octave, mais des sauts de dixième, c'est-à-dire pardon, pas de dixième, de douzième, c'est-à-dire de quinte redoublée. Il faut bien se dire que dans ce qui s'apparente à une aria opératique, tous ces sauts sont d'autant plus singuliers qu'il faut les imaginer chanter. Or, pour des questions d'intonation et tout simplement de tessiture, imaginer qu'une voix puisse faire effectivement un saut aussi grand et aussi expressif est assez singulier, ce qui, je pense, en donne tout le prix. Première chose. Deuxième chose, au fur et à mesure que le monnayage va être de plus en plus rapide, que les intervalles vont être de plus en plus distendus et donc de plus en plus expressifs, jusqu'à avoir un monnayage, cette fois à la triple croche,
On s'est éloigné de notre point de départ. On était en Ré. On flirte avec la mineure, puis avec Mi mineur, puis avec Si mineur, et puis Fa dièse mineur, encore un peu plus énué, avec à chaque fois, à chaque nouvelle intervention de l'orchestre, une coloration orchestrale par le biais d'utilisation d'instruments solistes comme les bois de l'orchestre, différentes. Et donc on va se retrouver, on a l'impression que c'est la raison pour laquelle Mozart a besoin d'y rester un certain temps, on se retrouve dans une tonalité très éloignée du Ré mineur où l'on était, puisque c'est un Fa dièse mineur et même Do dièse mineur. Donc on est tellement loin qu'il faut, on va dire, jeter l'ancre et donc s'arrimer pour montrer qu'on est bien dans cette tonalité et pas ailleurs, que le chemin qu'on a parcouru nous a effectivement emmené quelque part. Donc on le fait entendre une fois, mais une fois ce n'est pas suffisant, il faut une deuxième fois, et même une troisième avec un saut de registre pour varier. Et ici, il va se passer quelque chose dont on ne peut avoir qu'une idée très amoindrie lorsque c'est réduit au piano, mais je vais essayer de vous le faire entendre à l'orchestre. On est donc extrêmement loin. On est sur une dominante de Do dièse mineur et on veut rentrer au bercail, c'est-à-dire vers Do majeur. On ne pourrait presque pas imaginer d'être plus loin que là où on est arrivé, ce qui est assez singulier encore une fois. Je vois peu d'exemples chez Mozart, même dans ses opéras, où l'expressivité et le besoin de dépaysement le conduisent dans des contrées aussi éloignées de la tonalité principale que dans ce cas. Ici, comment ça se passe? Une fois qu'on est effectivement sur cette dominante de Do dièse mineur, il va bien falloir rentrer chez soi, et les notes répétées vont être d'un grand secours. Musique très singulière parce que vous allez l'entendre, ce n'est plus une musique mélodique, ce n'est même plus une musique thématique, c'est une musique purement harmonique. Comme si le trop-plein de mélodies et d'ornementation qui avait précédé obligeait le compositeur, par compensation, à se concentrer désormais presque exclusivement sur la dimension harmonique. D'abord, autre schubertisme, si on veut parler de plagiat par anticipation, qui va consister en la minorisation de l'accord dans lequel on est. Et puis, par note conjointe, on va vers. Toujours par note conjointe. Et on est rentré au bercail, fortissimo, le piano peut être enfin triomphateur, ce que je vous ai joué il y a quelques minutes. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsque c'est magnifié par l'orchestre? Je le prends un petit peu avant. Donc, Ré mineur. Une première modulation grâce à la flûte. C'est un cycle de quinte qui accompagne les modulations. Ces intervalles extrêmement expressifs. Toujours les bois, aidés cette fois des cordes. Monnayage de plus en plus rapide, je vous ai dit. Et puis le piano seul pour un moment, qui fait entendre ces dissonances, pour bien marquer la tonalité très alignée à laquelle il était arrivé, Do dièse mineur, très éloigné donc de Ré mineur. Et là, pure harmonie maintenant, écoutez bien.
thème, donc résurgence du connu. Vous connaissez l'étymologie de la nostalgie, qui vient de Détour. Ici, on a besoin d'être passé par tout ce chemin pour apprécier cette résurgence du connu. Modulation encore très inattendue que je vous avais soulignée. C'est Murray Peraya qui joue. Changement d'éclairage, avec simplement les deux violons. Et c'est le piano qui fait le propre accompagnement. Ce n'est que maintenant que l'orchestre va pouvoir rentrer en dialogue avec le piano. Basson, hautbois, flûte maintenant, donc les trois bois solistes. Le piano se mêle à eux et s'en mêle d'autant plus qu'ils vont jouer à distance de tierces l'un à l'autre. Tout ça, c'est ce que l'on avait entendu précédemment, mais c'est orchestré d'une façon différente et comme enrichi par l'interpénétration du piano et de l'orchestre. Puis la cadence du soliste, c'est l'un des mouvements lents de concerto pour piano les plus longs. Il dure près de 10 minutes, même un peu plus de 10 minutes, dans cette version ici avec Murray Peraya. Alors, tout dernier concerto, fragment de concerto dont je voudrais vous parler, c'est peut-être là pour le coup l'un des plus célèbres. C'est le 21e. J'ai assez peu parlé jusqu'à présent d'orchestration. Je vous ai dit que l'un des moyens à disposition du compositeur pour, on va dire, colorer différemment et ajouter une touche de diversité à sa musique, c'était d'utiliser les solistes dans l'orchestre. Comme il n'y aura jamais de violon solo, d'alto solo en son temps, ce peut être le basson par endroits, la clarinette, le hautbois s'ils sont là, la flûte, etc. Le plus important, en vérité, quand il s'agit d'orchestration, ce n'est pas tellement comment on colore tel ou tel thème, c'est plutôt parce que l'intérêt pour les questions de timbre instrumental existe assurément avant Mozart, par exemple chez Handel. L'important, c'est plutôt la question de la séparation des groupes instrumentaux. Un groupe instrumental donné, bois, cordes ou, le cas échéant, piano, qui est un groupe instrumental à lui tout seul, correspond à une fonction donnée. Messiaen parlait de personnages rythmiques, on pourrait par analogie parler de personnages instrumentaux ou personnages orchestraux pour suggérer ces blocs instrumentaux qui vont avoir telle ou telle fonction. C'est même assez étonnant quand vous regardez en détail une orchestration chez Mozart, à quel point elle est finalement logique, absolument parfaite, comme chez Ravel, chez Mathieu par exemple, mais d'une très très grande logique. Alors, dans le cas du 21e concerto, pour le coup, un mouvement lent assez connu, je vous cite à nouveau ce qu'en dit Messiaen. Dès le départ de l'andante, le timbre des cordes en sourdine, l'emploi des pizzi dans les basses, la noblesse pathétique du thème nous avertissent qu'il va se passer quelque chose. La phrase est en 4 périodes, et il précise la 3e période a enfin sa vraie mélodie qui descend en quinte diminuée et juste et remonte douloureusement sur des harmonies chromatiques et dissonantes, invraisemblablement modernes, entre guillemets, c'est lui qui met les guillemets, a signalé notamment une 9e mineure avec sixte mineure et une 7e diminuée sur pédale de dominante avec friction entre un fa dièse et un fa bécard, sonorité déchirante dont les couleurs hésitent entre le violet sombre et la nuit. Et Messiaen, atteint de synopsie ou de synesthésie, qui voyait des couleurs dans les accords. Je vais un petit peu insister sur ces enchaînements si singuliers et sur ces dissonances. À propos de ce début que vous avez certainement tout en tête, mais que je vais vous faire écouter encore une fois, j'aimerais vous en détailler les ingrédients, ce que j'appellerais les ingrédients faute de mieux. Alors, je vous fais écouter ce début.
l'entrée du piano. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, il faut remarquer que le moelleux des cordes est assez singulier parce que les cordes sont équipées de sourdines, ce qui va créer un climat de rêverie poétique assez singulier. Ensuite, le mouvement ne cesse jamais, il semble tourner sur lui-même, toujours grâce à ces fameuses notes répétées dont il a déjà été question, et le mouvement giratoire qu'on croit entendre est sans cesse entretenu et renouvelé. On croirait par ailleurs entendre un cœur qui bat, c'est encore le même principe de cette note répétée, et probablement le fait que le tempo adopté en général s'apparente en général à celui d'un cœur qui bat. Plus précisément, on a dans le cas de ce rouet immuable ce sentiment assez étonnant d'avoir affaire à une plénitude harmonique. C'est lié à quoi? Au fait que, comme dans une autre œuvre de Mozart assez célèbre, on va avoir un accompagnement où Mozart n'hésite pas à dédoubler les altos, à les diviser. En l'occurrence, c'est... Ici, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse avoir suffisamment d'harmonie, malgré le fait que violoncelle et contrebasse vont être déjà occupés par les pids qui font, que le violon fait entendre sa mélodie, les violons, tout ça, imaginez en accompagnement, quelque chose de ternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce qui va rendre 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, non pas le triolet de croche, mais les doubles croches de la mélodie, 1, 2, 3, 4. Assez singulier, puisqu'on va avoir, en même temps que ce rythme ternaire immuable, des doubles croches. Et dédoublement, donc, pour qu'on ait quelque chose d'assez plein, avec deux altos, alto divisé, plus les violons. Puis. Et puis cette chose très singulière qui est le fait d'avoir qui est encore plus singulière quand c'est confié un peu plus tard au piano. Pour quelle raison? Tout simplement parce que là encore, Mozart fait très exactement ce qu'on ne devrait pas faire en théorie si on respectait à la lettre les principes de l'harmonie classique. Pourquoi? Lorsque c'est donné au piano, donc un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? En même temps qu'on va avoir notre basse qui est d'abord confiée en fait à la main gauche, par exemple ici, et puis ici, la basse qui est relativement aiguë, c'est cela, mais en même temps que cela, vous allez à la faveur du croisement de main avoir cette chose très étonnante qui est le fait d'avoir la note appoggiaturée, c'est-à-dire la note qui fait dissonance par rapport à la note réelle, la note qui est étrangère à l'harmonie, mais vous l'avez sous l'harmonie elle-même, c'est-à-dire que vous avez simultanément la note appoggiaturée et la note dont elle a l'appoggiature. Dans un sens, ça se trouve relativement fréquemment. Si je vais avoir en même temps que ce si bémol,
qui est la note appoggiaturée, une appoggiature, mais au-dessus et à distance d'une neuvième ou de plus d'une neuvième. Ce qui est très singulier, c'est de l'avoir en dessous. J'en vois extrêmement peu d'exemples avant Mozart, et même peu d'exemples chez Mozart, à part celui-là. Et comme une fois c'est bien, mais que deux fois c'est encore mieux, on va la voir cette fois. Une nouvelle fois jusqu'à revenir au point de départ. Alors, ce dont il était question lorsque Messiaen s'était montré relativement technique dans ses explications par la suite, c'est d'une incroyable dissonance que l'on a à 3 reprises, une première fois sans le piano et les 2 fois suivantes avec le piano qui accompagne. Que fait le piano? Il fait quelque chose d'assez simple. Si je le joue à nu, ce qui suit. Or, qu'est-ce qu'on va avoir en dessous? Quelque chose de très singulier. Je vous le joue au ralenti. On pourrait imaginer un accompagnement qui serait relativement simple et qui irait dans le sens de cet affaissement selon le cycle des quintes dont il a déjà été question. Ce qui ferait quelque chose comme... Donc, il faut bien un peu changer. On pourrait avoir à peu près la même chose. Donc là, vous voyez, hein, on garde les principes de symétrie. Tout le monde descend. Ou bien, avec un décalage, ça serait déjà pas mal. C'est encore mieux quand on imagine qu'on a en plus une pédale de basse, ce qui va faire quelque chose comme... Mais ça n'est pas tout. C'est une chose qu'on trouve de temps en temps chez Mozart, qu'on trouvera beaucoup plus chez Schumann par exemple, et vous l'avez déjà chez Mozart. C'est-à-dire le sentiment d'avoir effectivement une marche de septième avec cet affaissement, et en même temps qui vient contrebalancer cette impression de mouvement descendant, imperturbable, quelque chose qui au contraire est un point fixe, cette pédale, qui se maintient coûte que coûte, quelles que soient les harmonies, et qui vient enrichir chacune des harmonies. Dans un Mozart assez expressif, par exemple dans une pièce pour orgue, qui existe aussi en version à 4 mains, c'est une chose qu'on trouve. Ce qui ferait mutatis mutandis. Ce qui veut dire déjà une harmonie assez riche. Mais Mozart ne se contente pas d'avoir ça, il va confier certains instruments à la reprise de ce thème. Un peu plus tard, c'est le basson qui va l'avoir. Il va confier le soin d'avoir en même temps que cette ligne descendante un contre-champ ascendant qui va faire d'horribles dissonances. Alors, méfiez-vous, oreilles sensibles s'abstenir. Qu'est-ce que ça va faire? Si j'essaie de le décomposer lentement. Donc, vous entendez, en même temps que toute l'harmonie paraît descendre, sauf la basse, elle,
qui reste sur cette pédale immuable, vous avez une voix qui va avoir tendance plutôt à monter. Qui monte encore. Et ce qui est étonnant, c'est que à chaque fois qu'un degré est franchi, qu'un palier est franchi, la dissonance à laquelle on a affaire va être différente et toujours un peu plus accusée. La première fois, elle n'est pas si accusée que ça. La deuxième fois, un peu plus encore. Et la troisième fois, ça devient assez terrible. C'est-à-dire que vous avez simultanément un Fa, un Mi, un La bémol et un Sol. Mais ça n'est pas tout. Déjà, c'est assez dingue d'imaginer qu'on puisse avoir, c'est-à-dire en réalité, simultanément, 4 notes conjointes, Mi bémol, Fa, Sol, La. Tout ça s'explique. Encore une fois, le Mi va sur le Ré, et les autres notes font partie de l'harmonie. Mais c'est d'une incroyable crudité harmonique, et ça n'est pas tout, on va aller encore plus loin, avec cette chose très étonnante. Alors ici, c'est encore pire, on a simultanément un Sol, un Fa dièse, un Fa bécard et un Mi. Si je les joue comme ça, je ne pense pas qu'on reconnaîtra Mozart tout de suite. En revanche, comme notes qui sont issues de contre-champs inéluctables, comme on va dire résultat d'une polyphonie, alors oui, c'est du Mozart très tendu, mais c'est du Mozart. Et si vous l'entendez, ce qui est très singulier, c'est que ce que joue le piano est au contraire d'une incroyable simplicité. Simplement une basse qui est celle-là, et pour ce qui est de la ligne qui est jouée par la main droite, avec certes quelque chose qui vient un tout petit peu orner, qui serait de l'ordre de, et qui en réalité un peu plus, mais je pense que Mozart a conscience du côté extrêmement hardi de ses harmonies, et pour cette raison, pour contrebalancer, il fait en sorte que le dessin mélodique soit lui relativement simple, et même relativement apaisé et apaisant. Il y a quelque chose d'assez consolateur dans ce... qui va être encore plus consolateur par la suite. Alors, pourquoi est-ce que c'est encore plus consolateur par la suite? Parce que après ces ténèbres, on a quelque chose de lumineux, et je vais terminer là-dessus. Chose très singulière et qui est en plus confiée à une combinaison orchestrale assez inédite, où on a l'impression que c'est le piano qui accompagne l'orchestre et non pas l'inverse. Parce que l'orchestre fait quelque chose qui est très simple. La partie de premier violon va doubler à l'octave descendante ce que fait la main droite. Et on va avoir simplement des basses très simples. Puis ça s'éclaire un peu plus avec l'entrée des bois. Alors, pourquoi, c'est une question que je laisse un peu à votre sagacité, pourquoi est-ce que ce thème apparaît tant consolateur? Je crois d'ailleurs que Bernstein l'a utilisé dans une chanson, avec exactement cette même harmonie, mais il trouvait ce passage tellement tendre qu'il a cherché à l'incorporer à une song dont il était l'auteur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est si brusquement, on va dire, lumineux? Encore une fois, ça tient évidemment au fait qu'on
sort de ténèbres particulièrement sombres, obscures, et on a brusquement quelque chose comme une harmonie transparente. Stricto sensu, et sans entrer trop dans la cuisine technique, c'est en fait, ce ne sont que des degrés de formule cadentielle, le premier, le quatrième ou le deuxième et le cinquième, avec, malgré tout, ces petits condiments, ces petits piments que vont être d'abord, dans le 2 en 2, la présence de notes étrangères à l'harmonie, et cette note étrangère à distance d'une quarte augmentée par rapport à la basse, à quelque chose de très savoureux. Wagner ira plus loin en n'hésitant pas à avoir à la fois la note appoggiaturée et l'appoggiature. Ici, c'est presque le cas, puisque à une fraction de seconde près, on a en même temps que le rouet de triolet de croche à la main gauche fait entendre le La, le Si là-haut. Donc Si et La ensemble. Autre note étrangère, autre encore. Et donc, malgré cette harmonie transparente, ici, c'est la mélodie qui, brusquement, paraît très légèrement épicée par rapport à l'harmonie. Une première fois, c'est bien, mais on va avoir une cadence qui évite la cadence parfaite, qui évite la résolution attendue. Donc, une deuxième fois, c'est encore mieux. Et c'est seulement la deuxième fois qu'on va avoir effectivement la cadence parfaite. Alors, je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous faire écouter ce passage magnifié par l'orchestre. Pas vraiment. Allez, tant pis, je sauterai ma conclusion et je vous fais écouter donc ce passage. Donc c'est un peu plus tard. Donc, accompagnement des PIDs. Note appoggiature en même temps que la note appoggiaturée dans le grave du piano. Plus tenue des bois pour donner plus de corps. Et puis un voile. Dans une transition très courte, on a un conduit qui nous emmène vers la tonalité du relatif, Ré mineur. Donc, autre thème, presque purement mélodique. Et vous entendez toujours cette battue presque chorégraphique des triolets. Encore une fois, ce rouet immuable. Et là, écoutez bien, on va avoir le passage que j'ai longuement analysé. Je le fais entendre un peu plus fort. Voilà, alors en guise de conclusion qui va être beaucoup plus brève que prévu, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans tous ces trois mouvements, il y a un jeu toujours très subtil d'éclairage entre mineur et majeur. Attention, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement le majeur qui sera synonyme, on va dire, de joie, de gaieté, de bonheur, et le mineur de tristesse, de souffrance, de douleur. Quand ils sont fréquemment entremêlés, il se passe une chose assez
singulière. D'abord, les changements d'éclairage sont parfois très vifs et vous allez avoir une forme de minorisation qui va être comme un voile brusquement jeté sur une harmonie qui sinon paraîtrait trop transparente, ou bien l'inverse, une majorisation qui aboutit à un effet opposé, contraire. Mais surtout, je pense que Mozart est l'un des très rares compositeurs, avec Bach peut-être, chez qui le mode mineur est parfois consolateur et le mode majeur parfois propre à nous arracher des larmes. C'est pour ça que c'est très intéressant dans ce 17e concerto, que peut-être certains d'entre vous découvrez parce qu'il n'est pas si connu. Si je demande à quelqu'un, a posteriori, dans quelle tonalité il est, je veux bien parier que bien des personnes diraient que c'est dans un mode qui est un mode mineur, alors qu'on est presque en majeur de bout en bout. Simplement, c'est un majeur qui n'a pas ce côté consolateur, réconfortant que peut avoir paradoxalement le mineur chez Mozart. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je suis désolé d'avoir été un peu trop long.